avec un discours Voilà, merci beaucoup. On va juste vérifier aussi si les autres micros fonctionnent parce qu'ils vont devoir se promener ces micros-là. Donc, merci. Nous allons y aller, si vous voulez bien. En ouvrant cette séance publique de ce 24 avril, dans les points communication, nous n'en avons pas, dans la lecture du PV de la séance. On va vous donner, est-ce qu'on peut vérifier si les micros fonctionnent et si ils peuvent promener. Merci beaucoup. Alors tout va bien, dans le meilleur des mondes et le plus cher. Allez-y. Donc, le groupe écolo l'avait déjà proposé, mais c'était en commission et je le ferai aujourd'hui en séance publique. Nous estimons que lors des communications, lorsque des points qui ont été votés au conseil communal sont annulés par la tutelle, ce qui est le cas concernant la décision de la nomination du refus de la nomination de représentants de l'opposition dans l'ALE, était illégale. Une plainte a été envoyée par Écolo à la tutelle. La tutelle a confirmé à la commune que la décision prise par la majorité était illégale et a annulé la décision. Et pour nous, c'est quand même assez important de savoir, lorsqu'une décision que nous avons prise a été annulée, voilà, ça permet de mieux comprendre lorsque le point revient. Merci pour votre... Est-ce qu'on peut partir du principe que dans le futur, lorsque des points sont annulés par la tutelle, des points votés au conseil communal, on les met en communication? Nous avons une discussion pour l'instant sur le règlement intérieur. Je propose de... Alors, chaque fois qu'un point sera annulé, je le signalerai. Ça va. Je vous remercie, d'autant plus que si les soulignations tombent, lorsque nous aborderons ce point en particulier, on rappellera effectivement que vous avez obtenu bien vous avez tout à l'heure, lorsque ce point sera abordé lors du jour. Merci, monsieur Moussi, pour votre intervention. J'ai oublié également de tirer au hasard la personne qui sera le premier à voter en cas de vote nominatif. Eh bien, ce sera Israël Louavi qui sera le premier à intervenir. Merci beaucoup. Dans les excusés, ce soir, sont excusés monsieur Begage, n'est-ce pas? Alors, sont également excusés monsieur Frénal, n'est-ce pas? Et puis voilà. Y a-t-il d'autres personnes à excuser? Je crois que nous avons fait le tour, je vous en laisse. Nous sommes, une fois que ceci est fait, monsieur le secrétaire communal, vous avez la parole pour la lecture du PV. Donc, je fais ménage. Conseil communal du 13 mars 2019, gemeenteraad van 13 mars 2019. Il a été procédé à une présentation des activités de l'intercommunal Vivaquois. De raad heeft het procesverbaal van de zitting van 13 februari goedgekeurd. Le Conseil a désigné des représentants de la commune au sein de l'Association de droit public des cuisines bruxelloises, la Société coopérative Brûle-à-Peau, l'Intercommunal d'innovation des RIP et Brûle-Paris. Le Conseil a approuvé le montant estimé du marché de travaux de rénovation et construction 118 km limite de locaux pour bien-être participant de logement et aménagement d'un second accès pour le parc potager. De raad heeft de overeenkomst met de standpuntjes betreffende het werkcontract afsluiting in zaken projecten openbare ruimten, Artichok Pacificatie Square, goedgekeurd. Le Conseil a approuvé les éléments du dossier de la demande d'établissement d'un périmètre de préemption dans le quartier Nord. De raad heeft 3 voorlopige 12 voor de maanden april, mei en juni 2019 gestemd.
Le Conseil a approuvé le budget communal ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2019, ainsi que les plans financiers triennaux 2019, 2020, 2021. De Raad heeft kennis genomen van de beslissingen van het college genomen om toepassing van artikel 234 lid 3, 236 van de nieuwe gemeentewet. Le Conseil a pris connaissance des décisions relatives à l'article 249 de la loi communale et a admis les dépenses. Le Conseil a décidé d'adhérer au marché portant sur l'accord cadre de fourniture de livres et autres ressources du ministère de la Communauté française. Le Conseil a procédé à la modification de la composition des représentants du pouvoir organisateur de la COPAROC. De Raad heeft de inhoud van het charter van de beschaafde grond goedgekeurd. Le Conseil a avisé favorablement le compte de l'exercice 2007 de la fabrique d'église anglicane unifiée Holy Trinity. De Raad heeft de begroting 2019 van de kerkfabriek Sint-Jan en Sint-Niklaas goedgekeurd. De Raad heeft het college toestemming gegeven om een bedrag van het gemeenschapstehuur te betalen om het dossier met betrekking tot de activiteiten bouwen aan de zomer van Sint-Joost definitief af te sluiten. En séance avec vous, le Conseil a conclu une transaction autorisée le collège à assister en justice à l'encontre d'un locataire défaillant et traiter divers de 6 personnes communales, toutes catégories confondues. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire. Monsieur Balzan. On va vous donner, vous pouvez... On va faire circuler le micro qui est là quelque part. Voilà, il a sa vie ce micro, hein, il est un peu sauvage. Voilà, Monsieur Balzan, il est chez vous, allez-y. Merci beaucoup. En fait, je voudrais rajouter une question d'actualité concernant la situation des migrants dans la Gabon. Merci, Madame Genot. Madame Genot. J'aurais voulu rajouter une question d'actualité sur les règles en matière d'affichage sur les panneaux électoraux communaux et les règles en matière d'affichage à l'extérieur. Je vous remercie. Allez-y, Monsieur Lambert, c'est à vous. J'ai une question d'actualité concernant l'ouverture du parc du 15-21 du Traversée. Merci. J'ai deux questions d'actualité. L'une concernant les poneys à Saint-Josse, les poneys, les petits chevaux. Et la seconde concerne donc l'utilisation du matériel communal à des fins de propagande politique durant le village. Je vous remercie. Et nous, oui, monsieur, allez-y. J'avais le micro, Monsieur le Président. Pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas repéré. Madame la présidente, allez-y. Oui, j'ai une question d'actualité concernant la fermeture des lieux scolaires. Je vous remercie. Monsieur Auquin, c'est à vous, et ensuite Monsieur Attier. Ik heb ook een vraag, een actualiteitsvraag die ik al per mail had overgemaakt. Over een korting voor de ouders die gebruik maken van de kinderopvang, de schoolse opvang, van Nederlandstalige gezeten. Dank u even. Dus, Monsieur Attier. J'aurais une question sur l'esplanade Madou et deuxièmement sur le villager. Je vous remercie. Je termine simplement de deux questions complémentaires. L'ordre du jour appelle le Conseil à se prononcer sur la démission, en cas acte de la démission de M. Heidemann. Et au point suivant, comme le veut la présidence communale d'ailleurs, nous allons procéder à l'installation d'un conseiller communal. Vous savez que c'est une compétence du bourgmestre qui va procéder, qui va officier, comme il l'a fait pour les autres conseillers communaux dans un instant. Et je vais donc inviter, si vous le voulez bien, M. Pascal Le Maire à nous rejoindre et inviter le bourgmestre à officier. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez rappelé, nous actons aujourd'hui la démission de M. Kenneth Heidemann.
devrons procéder à son remplacement. Et le deuxième suppléant sur la liste Écolo Groupe est donc M. Pascal Lemaire, âgé de 36 ans, il est domicilié à Saint-Lazare 5, attendu qu'il réunit par conséquent les conditions d'éligibilité, de capacité et de comptabilité requises par la loi. En conséquence, vérification faite de ses pouvoirs, nous pouvons le confier à, évidemment, prêter serment. Je lui demanderai de lever la main droite et de prêter serment, et là, le petit copain, évidemment, c'était Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple. Ich werde gefordert om de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en te weten van het burgerlijk volk. Voilà, monsieur le maire, vous êtes donc nouvellement conseiller. Je vais vous inviter à prendre place si vous le voulez bien. C'est le très ancien fauteuil en cuir et en bois qui se trouve le long du mur au deuxième rang. Vous serez donc entouré de monsieur Balzac et de monsieur Lambermont, qui a glissé, je pense, pour cette occasion. Donc, vous avez gardé la même place. C'est très bien comme ça, parce qu'effectivement, il y a un ordre prévu lié à l'ancienneté des conseillers, comme vous le savez, pour ce qui concerne la localisation physique de nos sièges. Nous sommes au point 5, les travaux de rénovation et de construction sur la parcelle qui est située 118 rue de la Limite, locaux pour gardiens, parc, équipement, de logement et l'aménagement d'un second accès pour le parc Totagère. Il s'agit ici de l'approbation des conditions et note de passation du marché. Et c'est le bourgmestre qui va vous en parler. Oui, monsieur le président, mesdames, messieurs les conseillers, donc, on se rappelle dans le dossier que c'est un dossier qui est inscrit dans le cadre du contrat de quartier durable Lidéquet. Et le permis d'urbanisme a été délivré le 3 avril 2018. Le 25 juin 2018, le Conseil avait approuvé les conditions et les modes de passation pour le marché de travaux, mais le dossier a fait l'objet d'un arrêté de suspension de la tutelle en date du 13 août 2018. Le 13 mars 2019, le Conseil communal prend acte de l'arrêté de suspension arrêtant l'exécution de la délibération du Conseil communal du 25 juin 2018, de retirer la délibération précitée et approuve le dossier exécution modifiée, dont le cahier des charges numéro 2018/39, les documents y afférents, le montant estimé du marché travaux de rénovation et de construction sur la parcelle 618 rue de la Limite, de locaux, comme vous l'avez rappelé pour les gardiens de la paix, d'un équipement, de 2 logements et l'aménagement d'un second accès pour le parc Totagère. On sait que ce qui les avait conduits à acheter le bien, c'était le souci de permettre l'accessibilité au jardin pour les familles à partir du haut du quartier. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 1 413 223,15 € hors TVA, soit 1 700 000 € avec TVA comprise. Une erreur a été retrouvée dans les critères de sélection au niveau de la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire pour le lot numéro 2, à savoir la cuisine du restaurant rez-de-chaussée. Il est donc demandé une liste de travaux exécutés au cours des 5 dernières années et non des 2 dernières années. L'approbation de cette modification doit être faite par le prochain conseil après consultation et accord avec l'APEL pour éviter l'arrêté de suspension. Dès lors, ce qui est proposé, c'est la modification au cahier des charges et aux documents y afférents du critère de sélection en capacité technique et professionnelle. Concernant le nom numéro 2, cuisine du restaurant rez-de-chaussée, de fixer la demande de liste de travaux exécutés au cours des 5 dernières années, d'adopter et d'envoyer l'avis au marché au niveau national, de transmettre cette délibérée à l'autorité de tutelle. Voici, Monsieur le Président, les éléments que je pouvais vous donner, que je pouvais donner aux membres du Conseil. Merci pour ces explications.
Avez-vous des questions sur ce point? Puis-je considérer que nous avançons là-dessus? Je vous remercie. Juste pour souligner qu'une fois de plus, on va revenir avec un point, parce qu'il y a un problème d'estimation des prix. Et donc, ce serait intéressant à un moment d'avoir une évaluation sur qu'est-ce qui fait que très régulièrement, on doit revoter une deuxième, parfois une troisième fois, avec des prix qui augmentent chaque fois. Donc, est-ce que les estimations de départ ne sont pas adéquates? Ça vaudrait la peine d'avoir une véritable évaluation, parce que c'est au moins une fois à chaque conseil, par contre 2 fois à chaque conseil. Je vous remercie. En fait, ça, c'est le prochain point, c'est le point numéro 6 sur l'augmentation du budget. Ce point-là, c'était sur les années d'expérience de l'entreprise. Il y a eu une copie, au lieu de parler des 5 dernières années, mais donc, je considère que votre remarque vaut pour le prochain point, que je peux l'entamer, M. le Président. Merci beaucoup. Donc, en séance du 10 février 2015, le Collège a approuvé l'attribution des charges d'urbanisme 2003-2008 au projet de rénovation de l'immeuble en question pour un montant de 117 476 €. En séance du 22 décembre 2015, le Collège a attribué le marché d'études relatives au bâtiment au bureau d'Arcane Atelier d'Architecture. En séance du 20 juin 2017, le Collège a approuvé le dossier de demande de permis d'urbanisme. Celui-ci a été délivré le 27 novembre 2017. Le cahier des charges a été établi en collaboration avec le bureau d'études. Le montant des travaux étant estimé au départ à 159 333,48 €, TVA comprise, ça fait 131 680,56 sans TVA. Ça, c'était le 18 septembre 2018. Le Collège a approuvé le mode de passation du marché des travaux par procédure négociée sans publicité préalable. Cependant, les offres reçues sont supérieures à l'estimation de plus ou moins 65%. Par conséquent, le cahier spécial des charges a été retravaillé en vue de passer le marché des travaux par procédure négociée directe avec publicité préalable. Il y a lieu donc pour nous de réévaluer l'estimation du marché afin de pouvoir attribuer le marché et couvrir les dépenses liées à l'exécution du marché. Ainsi, le service de rénovation propose de faire passer l'estimation à 240 000 € hors TDA, soit 254 400 €, TDA comprise. Compte tenu de la révision des prix, des éventuels imprévus par les quantités présumées, il y a lieu de prévoir un dépassement de 10%, soit on arrive à 240 000 €, comme je l'ai dit. Et donc, nous vous demandons aujourd'hui d'annuler la décision du Collège du 18 décembre 2018 et d'approuver la modification au cahier des charges qui permet de pouvoir aller en procédure négociée. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ces précisions. Madame Gelot avait anticipé ce point sans doute que vous l'avez remarqué, c'est donc une réévaluation du montant initial qui, évidemment, amène le Conseil à annuler la décision du Collège. C'est-à-dire le mot reste. Je considérais que ce point est entendu. Je vous remercie. Nous passons au point suivant. Vous savez que nous avons distingué à l'excellente suggestion de Mme Morneau, d'ailleurs, je me rappelle à chaque fois que j'étais là, nous avons distingué 2 groupes concernant les points pour information et décision relatifs aux dépenses engagées par le Collège. Nous sommes au point 7, pour information, le 294 immédiatement et le 236. Sur les dossiers de ce premier groupe, avez-vous des questions sur lesquelles? Je ne remarque qu'une question. Il s'agit donc d'un marché acquisition d'outillage. Il y a une première consultation d'opérateurs économiques. Personne ne semble avoir réagi. On fait maintenant une deuxième consultation. Et je me demandais pourquoi, est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi aucun opérateur économique a réagi. Il y avait 2 sociétés tenaudoises dans cette liste. L'opérateur n'a pas réagi. C'est un peu dommage. Maintenant, on consulte des sociétés, d'autres sociétés au plus de Saint-Josse. C'est un peu dommage que des opérateurs économiques tenaudois ne réagissent pas à ce marché. Je voudrais demander si on s'est posé la question pourquoi n'ont-ils pas réagi. Est-ce qu'il y a un problème de communication ou est-ce qu'ils ne sont pas capables de réagir à l'offre?
Merci pour votre question à ce sujet. Je me trouve à l'autorité pour savoir qui est à la source d'une information là-dessus. Si nous n'avons pas les éléments, je peux répondre par écrit. On va peut-être sensibiliser davantage les entreprises. Merci. C'est vraiment dommage que Merci pour votre remarque, suggestion, reprise, et aujourd'hui, vous allez dans le même sens. Merci beaucoup, j'ai vu. J'ai une Vous avez- autre remarque. Allez-y. Ça m'avait frappé pour un marché d'acquisition d'un véhicule. J'ai constaté que un concessionnaire avait été contacté, un concessionnaire qui, selon l'offre, est installé à la place Isère. Mais malheureusement, ce concessionnaire a déménagé depuis de nombreuses années parce que cette adresse est maintenant au centre régional d'art contemporain. Il faudrait peut-être adapter la liste des sociétés que vous consultez, parce qu'il y a des erreurs, des copies qui se glissent dans la liste de sociétés contactées. Je vous remercie pour cette remarque, suggestion. Il y avait également un bras levé. Monsieur Moussi, la parole est à vous. Je crois que ce sera pour le liste. Très bien. Donc, puis-je considérer que pour le paquet du 7, nous sommes OK. On passe au 249, ce sont les points de décision. Il y a 4 dossiers. Monsieur Moussi, allez-y. Ma première question portera sur l'ascenseur du Petit Boule. J'ai l'impression que cette crèche est assez récente. Je crois que c'est il y a 1 an et demi qu'elle a ouvert. Et là, on va investir 10 000 € pour réparer un ascenseur qui a 1 an et demi. Je ne suis pas un expert, mais ma question c'est, est-ce que dans le cas d'un nouveau bâtiment, est-ce qu'il n'y a pas une garantie? Est-ce qu'on va être remboursé de ces 10 000 €? Voilà. Merci pour votre question. Madame Légique va vous répondre. Oui, merci, Monsieur le conseiller communal, pour votre question. La crèche Le Petit Boule a été inaugurée en 2016. Ça fait plus de 3 ans. Mais ce qu'il y a plus de garantie pénale. Et c'est pour ça qu'on a fait un marché, vu que l'ascenseur est tombé en panne. Et surtout que l'ascenseur est quand même assez important dans une crèche, parce que vu que les parents devront quand même monter au premier étage avec la poussette et tout, c'est surtout la cour. La cabine et tout est très bien, mais la cour électrique, ça pose un problème. C'est pour ça qu'on a fait le marché. Merci. Juste une clarification. Donc, la garantie pour l'ascenseur, c'est 3 ans? Parce que moi, je pensais que la garantie décennale, ça voulait dire 10 ans. Mais peut-être, je ne sais pas, je souhaiterais quand même avoir une clarification. Mais si vous n'avez pas... Si vous voulez, on peut vous répondre par écrit Je vous pour les remercie. jours à venir. Je vous remercie, Madame Légique, pour votre réponse. Madame Moirot, j'ai vu votre réponse. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. C'est sur le même sujet, allez-y. Concernant les ascenseurs, j'étais intervenue plusieurs fois durant la législature précédente parce que de nombreux ascenseurs étaient tombés en panne. Et la réponse qui m'avait été donnée par M. Lechepin à l'époque était que les réparations ne pouvaient pas être effectuées dans un délai suffisant, en tout cas dans un délai raisonnable, parce qu'il y avait un contrat de maintenance avec une société d'ascenseurs pour tous les bâtiments communaux. Donc, je ne sais pas si la crèche Petit Boule maintenant a été incluse dedans, et que dès lors, nous devions respecter ce contrat de maintenance. C'est comme ça que l'ascenseur de la maison communale, l'ascenseur notamment de l'école, de l'académie des Beaux-Arts, est resté en panne pendant de nombreux mois parce qu'on ne pouvait pas le réparer parce que nous avions ce contrat de maintenance. Est-ce que nous avons un tel contrat de maintenance pour le Petit Boule? Et sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi faire appel à un marché public qui est supplémentaire? Madame Légique va vous répondre. Normalement, pour tout ce qui est bâtiments communaux, il y a maintenance des ascenseurs pour certains bâtiments, mais pas pour tout. Mais ici, pour les ascenseurs des crèches, c'est qu'à ici, la société qui a la maintenance, ils n'arrivent pas à résoudre le problème. C'est comme ça qu'on a fait appel à des spécialistes. Je vous remercie pour votre réponse, Madame Légique. Avez-vous sur les... Oui, j'ai une deuxième question sur le point 8. C'est un autre dossier, monsieur Lucie, c'est ça? C'est un autre dossier parmi les dossiers? Oui, tout à fait. Donc j'aurais 3 questions. La première portait sur l'ascenseur du Petit Boule. La deuxième sur le système anti-intrusion au lycée Guy Cudel. J'aurais souhaité avoir des précisions
est-ce que c'est un système qui est uniquement provisoire jusqu'à ce qu'on mette un autre système en place? Et si c'est le cas, pourquoi on n'a pas continué à utiliser l'ancien système? Je sais que le contrat se terminait au mois de mars, mais n'était-il pas possible de le prolonger jusqu'à ce qu'on puisse mettre le nouveau système en place définitivement? Merci, monsieur le conseiller. Monsieur Bonnecoté, pour vous répondre, vous êtes bien le bon interlocuteur. Oui, en fait, c'est un système donc, de détection qui existe pas simplement au lycée Guitel, il existe également en Ifrique et au garage communal. Et c'est un système sans fil. Et à l'usage, on a rencontré un certain nombre de difficultés et donc on privilégie l'option d'un système filaire. Et donc c'est pour ça qu'on profite de la fin du contrat pour passer à autre chose et de développer alors un système filaire, pas simplement pour ces 3 implantations, également pour d'autres implantations, et essayer d'avoir un système intégré pour tous nos bâtiments communaux. Merci. Alors j'ai une troisième question et puis une remarque par rapport à la réponse de l'échevin. Je pense véritablement que dans le cadre des futurs aménagements d'immeubles, on devrait privilégier le filaire. Je sais que la tendance est le Wi-Fi, le 3G, le 5G, mais on sait que ça a des conséquences sur la santé. Et donc, si peut-être on pouvait avoir une réflexion, je sais que la tendance, c'est les ondes, mais revenir au filaire, on le constate aujourd'hui au point de vue de la fiabilité, c'est sans doute plus fiable, au point de vue de la santé, ça l'est peut-être également, donc entamer cette réflexion. Et alors, je terminerai par une épidémie dans nos crèches. Tous les systèmes de détection d'incendie sont devenus défectueux, en tout cas dans 3 crèches en même temps. Alors, dans une crèche, je peux le comprendre. Dans 2 crèches, ça me surprend. Dans 3 crèches, ça devient étonnant. Et dans le dossier, j'ai demandé de voir qu'est-ce qui nous avait permis, puisqu'on demande l'urgence, qu'est-ce qui nous avait permis de déterminer que les systèmes étaient défectueux? Aucun élément. Est-ce une inspection des pompiers? Est-ce un incendie qui a eu lieu et l'alarme ne s'est pas déclenchée? Donc, je voudrais avoir une clarification là-dessus et qu'on m'explique comment ça se fait qu'autant de systèmes incendie sont défectueux. À savoir également s'il y avait des contrôles réguliers qui ont été effectués, si oui ou non. Voilà, un peu. Merci, monsieur le conseiller. Je vais vous répondre. Merci, monsieur le conseiller communal, pour votre question concernant. Et ce cas pour les crèches, ce cas c'est surtout pour maintenance qui n'a pas été fait à jour et à l'heure. À mon avis, c'est comme ça que, et en même temps, on se dit, on va profiter pour faire pour les 3 crèches qui sont les plus anciennes, que ce soit Reine-Elisabeth, de l'Abondance, que ce soit Amla, on a inauguré, vous savez très bien, en 2012, et la crèche Podagère, c'est une des plus anciennes aussi. Donc, vous me confirmez, les maintenances n'ont pas été faites à temps et à heure dans les crèches de Saint-Josse. C'est pour ça que les systèmes, c'est enregistré, donc je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Maintenant, vous pouvez déformer ce que vous avez dit, ce sera enregistré. Donc, c'est comme pour le lycée Guicutel, quoi. Vous avez des enfants qui sont mis sous votre responsabilité. Le risque d'incendie, ce n'est pas quelque chose à négliger. Et on demande juste une chose, soyez attentifs, il y a des règles. Et donc, je vous demande encore une fois, qui a constaté que la maintenance n'a pas été faite régulièrement et que le système était défectueux? Est-ce que ce sont des inspections de pompiers? Est-ce que ce sont... J'aimerais avoir des détails là-dessus parce que je vous le dis, le dossier était vide sur cet aspect-là et je dois vous avouer, ça m'inquiète. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à Saint-Josse. Ce qu'on avait un marché qui s'est terminé aussi, c'est suite à ça aussi qu'on fait de nouveau le marché, monsieur le conseiller. C'est pour ça qu'on s'inquiète aussi pour la santé de nos petits bouts. Excusez-moi, dans le dossier, ce n'est pas l'élément. Si vous me dites que maintenant il y a un nouvel élément, l'élément qui justifie l'urgence, parce que si c'était la fin du marché, ça ne peut pas justifier l'urgence. La fin du marché, vous le saviez, dès que vous aviez signé le marché, vous saviez quand il se terminait. On dit, c'est défectueux. Vous me dites, les maintenances n'ont pas été faites de manière régulière.
ce qui fait qu'aujourd'hui les systèmes sont défectueux. Je vous demande qui a constaté que les systèmes étaient défectueux. S'agit-il de pompiers? Enfin voilà, donnez-moi une explication. Je suppose qu'il y a un élément. Il n'y a rien dans le dossier. Le dossier est vide sur ce sujet-là. Et donc, il est incomplet. Je ne voudrais pas devoir de nouveau écrire à la tutelle en disant qu'on nous cache des informations. Donc, je souhaiterais vraiment avoir cette information. Si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, pourriez-vous me la communiquer demain? Mais pour le moment, c'est aussi, vous savez très bien, moi je m'inquiète comme vous pour notre frigo. Et c'est que, parce que je n'ai pas les éléments ici, si vous voulez, je peux vous faire venir par écrit. Écoutez, je vous remercie Madame Léchevine. Je voudrais simplement que vous m'envoyiez les éléments dans la semaine, s'il vous plaît, parce que je sais que voilà, vous me communiquez les éléments avant vendredi, mais je dis très clairement, ça ne peut plus continuer. Pas de souci, ce serait avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Vous aurez des réponses sur quel style permettez Une remarque, allez-y. bon, je constate depuis de nombreux mois qu'on utilise régulièrement l'urgence, enfin qu'on invoque plutôt l'urgence impérieuse en marché public. Mais on peut uniquement invoquer l'urgence lorsque les faits qui donnent lieu sont indépendants de la responsabilité du pouvoir adjudicateur de nous tous. Et l'urgence impérieuse permet en fait d'utiliser une procédure négociée sans publicité à la place de la procédure légale. Donc ça réduit en fait la concurrence. Donc on ne peut pas utiliser cette procédure continuellement au risque de faire annuler le marché. Donc je voudrais vraiment vous demander de ne pas utiliser cette procédure à la légère, parce qu'on risque vraiment que la tutelle fasse certains marchés perd du temps inutile et de l'argent. Merci, M. Hawkins. Vous êtes dans votre rôle de contrôle du travail de l'exécutif. C'est normal. Et donc, effectivement, le législateur a prévu, en faisant en sorte que ce point soit en décision, que vous puissiez effectivement souligner ce que vous venez de dire. Je vous remercie. Passons ensuite, si vous le voulez bien. Point 9. Sur le point 9, nous sommes sur la mission d'auteur de projet concernant la création de logements. C'est M. Boisqueté qui intervient sur ce dossier qui concerne les propriétés communales. Vous avez le micro. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un dossier évidemment important. Il s'agit d'un dossier qui concerne le quartier nord. Il s'agit d'un dossier qui concerne l'avenir de notre commune. La commune a procédé récemment à une série d'acquisitions d'immeubles dans le quartier nord, 11 immeubles jusqu'à présent. L'objectif de la commune a toujours été de racheter des immeubles, de fermer les carrés lorsqu'ils s'y trouvaient et de transformer ces immeubles en immeubles de logement et des logements de qualité. C'est ce qui a toujours été dit. Et aujourd'hui, on le fait. On le fait avec cette étude qui va nous permettre de créer du logement dans le quartier nord et du logement de qualité. Ce sont 6 immeubles qui, dans un premier temps, ont été identifiés, feront l'objet d'une étude. Et l'objectif, c'est de transformer les 11 unités de logement et les carrés qui composent ces immeubles, de transformer donc ces immeubles en immeubles de logement pour essayer d'arriver à terme à avoir 19 logements. Et donc c'est le début donc d'une procédure qui va durer plusieurs mois, plusieurs années, mais qui, in fine, débouchera sur la création de logements neufs et de qualité au bénéfice des futurs communes. Merci pour plutôt de bonnes nouvelles. Madame Genouzi. Merci. C'est clair que c'est une excellente nouvelle qu'on ne voit plus des bâtiments murés dans le quartier nord. On avait déjà à plusieurs reprises dit qu'il fallait
chose que dans une époque où on a tellement besoin de toits ou de locaux, on ne peut pas laisser pendant plus de 2 ans pour certains des bâtiments vides, murés. C'était vraiment du gaspillage. Donc, on est content de voir ce dossier avancer. Mais lors de précédentes discussions, quand on demandait qu'est-ce qu'on va faire de certains des bâtiments qu'on rachetait, on disait on va voir, ça peut être beaucoup de choses. Et quand on discute avec les habitants du quartier, on voit qu'il y a énormément de besoins. Il y a des habitants qui disent mais oui, on a besoin de grands logements pour familles nombreuses. Il y a d'autres, des jeunes qui nous disent ça fait déjà plus de 10 ans qu'on nous promet une maison des jeunes spéciale pour les 18-25 ans. Il y a des associations qui nous disent on aurait besoin de locaux pour occuper certains soirs, pour organiser certaines activités. D'autres qui nous disent qu'on aurait plutôt besoin de locaux qui pourraient être occupés en journée. Enfin, il y a diverses demandes. Et donc, on s'attendait un peu à ce qu'il y ait une consultation et un travail avec les habitants pour voir, ben voilà, on a 6 bâtiments, est-ce que certains doivent être consacrés au logement, d'autres à l'accueil des jeunes, d'autres peut-être encore à d'autres fonctions. Et donc, on s'attendait à ce qu'il y ait un travail de concertation, de participation organisé avec les habitants pour définir ce qu'on allait faire de ces bâtiments. Et donc, on est un peu frustré de voir que la décision a été prise, les 6 bâtiments seront consacrés au logement et par exemple, la maison des jeunes 18-25 ans qui a été promis à de multiples reprises ne se fera pas. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment la réflexion a été faite sur de quoi on a besoin dans le quartier nord et à quoi on va utiliser ces 1500 mètres carrés et pourquoi la totalité des bâtiments est affectée à du logement et pourquoi on n'a pas fait vraiment un des bâtiments plus à destination de la population ou autre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas travaillé avec les gens pour réfléchir à l'affectation de ces bâtiments? Merci, Mme Leblanc, sur la réponse aux besoins. Je suis passer ici. Mais peut-être d'abord quelques corrections. D'abord, on n'a jamais dit qu'on allait faire une maison des jeunes pour les 18-25 ans. Je ne sais pas où vous allez chercher ça. Allez lire la déclaration de politique générale. Nous n'avons jamais pris cet engagement. Il ne faut pas. Non, mais écoutez, ne mettez pas dans ma bouche ou dans la bouche de notre échevin ou de quiconque des choses qu'on n'a jamais dit. Vous l'avez répété. Vous avez dit que ça fait des années qu'on promet ça. On n'a jamais rien promis de tel. 1. 2. Concernant la concertation avec les habitants, tout ce que l'on fait, on le fait sur base de rencontres citoyennes, de concertation. Il y a un contrat régional qui a été développé dans le quartier qui nous permet de répondre à des besoins de la population en concertation avec la région, avec les habitants et les associations. L'aménagement du jardin Saint-François se fait en étroite collaboration avec le développement social du quartier, les services communaux, les associations. Et je dirais, l'étude a commencé, on a déjà fait une fresque murale avec les jeunes, un travail important a déjà été réalisé. Dans ce quartier, on veut mettre au même niveau que les autres quartiers de la commune. C'est vrai que nous avons muré les carrés de prostitution liés à la traite des êtres humains. C'est un signal important que nous avons envoyé pour dire non à la traite des êtres humains. On peut ne pas avoir le même avis sur la question. Mais nous, notre avis est le même. Nous sommes contre la prostitution liée à la traite des êtres humains. Nous sommes pour l'éradication de la prostitution liée à la traite des êtres humains. Chacun peut avoir un point de vue. Nous, c'est ce que nous défendons comme point de vue. Et quand on ose dire ici qu'on ne répond pas aux besoins de la population, nous avons investi près de 5 millions pour construire, pour permettre l'extension de la maison communale dans le quartier. Nous avons inauguré ce bâtiment il y a quelques semaines. Aujourd'hui, des fonctionnaires travaillent dans le quartier, ils sont très nombreux, le service de rénovation urbaine, le service de la mobilité, le service de la communication, et j'en passe. Dans ce quartier, nous avons aussi décidé de créer une crèche pour les habitants. Ça fait l'objet d'une question encore aujourd'hui. Nous avons aussi développé une maison communale des enfants. C'est aussi un projet extrêmement important. La semaine prochaine, nous allons lancer les travaux pour la construction de l'esplanade Saint-Lazare. Aujourd'hui, nous inaugurions l'esplanade Madou. Demain, nous allons avoir le grand projet de l'esplanade Saint-Lazare. À la fin, c'est un marché de fruits et légumes qui va venir s'installer le dimanche dans ce quartier. Qui répond à quoi? Aux besoins, encore une fois, des familles. À chaque fois, nous répondons aux besoins des familles. Et donc, nous n'avons de cesse d'apporter des solutions à chaque fois aux habitants et aux familles. Et une des priorités que les habitants nous rappellent lors des rencontres
concitoyenne que nous avons tenue avec les habitants, c'est le logement. Et c'est vrai qu'ici, nous mettons des moyens dans le logement, et notamment avec plusieurs chambres, une demande des habitants. Voilà, c'est un choix qui a été fait par la commune dans le cadre de concertation régulière avec les habitants. Les habitants sont parfaitement au courant de ce que nous faisons, parce que ces projets sont régulièrement présentés lors de rencontres citoyennes auxquelles participent d'ailleurs de très nombreux habitants. Voilà, Monsieur le Président, ce que je vais donner comme élément d'éclairage. Merci. Merci. En réponse à... Eh bien, nous aussi, nous sommes contre la traite des êtres humains. Donc, c'est pour ça que nous avons refusé qu'on paye très cher un bâtiment à quelqu'un qui avait été condamné pour la traite des êtres humains. Nous trouvions que c'était un mauvais signal que de récompenser quelqu'un qui avait exploité la misère humaine. Revenons au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire 6 bâtiments qu'on va rénover et c'est une bonne chose. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, donc, la politique évolue et la participation citoyenne est quelque chose auquel aspirent de plus en plus d'habitants qui ont envie de pouvoir donner leur avis. Et donc, quand on a la chance d'avoir 6 bâtiments, je trouve que ça aurait été intéressant de concerter les habitants pour voir vraiment quel type de dynamique on aurait pu lancer. Maison pour les jeunes, activités pour les mamans, activités pour les seniors, espace associatif, parce que c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont dynamiques et qui ont des projets dans le quartier nord et qui seraient heureux de pouvoir disposer d'un local, une après-midi, une soirée. Mais voilà, je comprends que ces nouveaux processus participatifs demandent un peu de travail et pouvoir véritablement faire participer les habitants, mais je pense que ça vaudra la peine dans le futur de s'y consacrer. Pour revenir à ce qui nous est proposé au vote aujourd'hui, vous n'avez pas cité le montant. Il s'agit donc, si je comprends bien, d'une mission d'architecture. Donc, on va demander aux architectes de tracer les plans pour les 1564 mètres carrés des 6 maisons. Ça nous donne du 476 € par mètre carré, juste pour la mission d'architecture. Et donc, là, normalement, une mission d'architecture, si on prend la mission d'architecture, plus la prévention, etc., on peut aboutir, allez, si on est très, très, très généreux, du 13-14% du projet pour le projet d'architecture. Mais si on est déjà à du 476 € du mètre carré, si vous calculez du coup le prix global du projet, du futur projet, on dirait qu'il y a un problème, parce que même quand vous ne faites pas un appel pour, je dirais, 6 maisons, vous avez des prix beaucoup plus intéressants, même en étant très généreux. Et donc, en prenant les échelles les plus hautes, c'est-à-dire d'environ 14%, vous devriez aboutir à 250 000 €. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi on est quasiment à 750 000 €, 3 fois le tarif que les architectes me disent que d'habitude on leur propose. Donc, je ne comprends pas bien. Ouais, je vais répondre sur les éléments plus techniques. D'abord, nous n'avons pas acheté une maison suivant notre volonté seule. Quand on achète un bien, nous demandons tout le temps l'avis de l'État. Dans ce cas-ci, c'est la région aujourd'hui, suite à la réforme. La région fait une estimation d'un bien. Alors, vous pouvez dire que la personne a été condamnée pour traite des êtres humains, mais pour nous, c'est important de mettre fin à l'activité liée à la traite des êtres humains. On préfère ne pas croiser les bras et se dire non, on va jusqu'au bout de l'opération pour acheter le bien. 2, je voudrais aussi dire que l'opération qui est faite ici est une opération qui évite à l'administration de faire 6 fois le travail. On fait une fois le travail et ça nous permet de pouvoir travailler plus vite et mieux. Puisqu'au lieu de faire 6 projets avec une étude par bâtiment, on prend un bureau d'études et on fait 6 maisons en même temps. Ce qui nous permet quoi? Et d'aller vite au niveau de la procédure. Les permis sont introduits par la suite et on pourra commencer à faire les travaux. Sur les aspects techniques, M. Lechman, voilà. Sur les aspects chiffrés, moi je vais bien demander à l'administration d'avoir une note plus détaillée qui pourra nous éclairer. On a du 476 € par mètre carré juste pour le travail d'architecture. Madame Gelot va répondre à votre question. Monsieur le maire, d'abord répondre dans l'ordre aux questions posées. C'est la parole à M. Wapité, ensuite M. le maire et M. le Je passe par écrit. J'ai loupé un train. Monsieur le maire, allez-y.
Je vais le micro, oui. Allez-y, et je vous félicite pour votre première intervention. Je vous remercie. Je voudrais revenir sur un peu de ce que M. Boisquetet a dit en présentant le dossier, à savoir que ce dossier pourrait durer certes des mois, selon on s'y attend, mais voire des années. Ça soulève mon intérêt et mon inquiétude, parce qu'on connaît le projet qui n'est pas de la commune, donc je ne vous blâme pas ici pour ce délai, mais qui se fait actuellement au coin de la rue de la Trévis, si je ne m'abuse, et en face du commissariat, et qui dure depuis maintenant bien des années, sachant que Belliris l'a initié, je crois, il y a 6 ou 7 ans. Il avait été présenté par le bourgmestre en début de précédente mandature, si ma mémoire est bonne. On sait qu'un bâtiment vide est un bâtiment qui se dégrade. Or, on parle ici de bâtiments qui sont déjà, pour certains, d'après les documents que nous avons consultés, qui sont déjà dégradés. Cela implique des risques d'inondation, d'infiltration, de dégâts causés aux immeubles voisins, éventuellement de mérules également. Et donc, la vitesse, si certes on ne peut aller plus vite que la procédure et la loi, la vitesse est quand même importante pour ne pas aggraver les conditions de vie, non seulement des gens qui pourraient éventuellement être encore dans ces bâtiments, on reviendra sur ces questions plus tard, mais aussi des voisins et des autres habitants du quartier. Donc je voulais savoir, Monsieur Leschpin, Monsieur le bourgmestre, si des mesures spécifiques allaient être prises pour contrôler les nuisances éventuellement causées par ces bâtiments aux bâtiments voisins, et pour également assurer une réalisation plus prompte que dans le cas du dossier que l'on connaît au coin de la rue de la Paix. Je vous remercie. Merci pour votre intervention, votre première intervention. M. Leschpin va vous répondre s'il le souhaite. Évidemment, on mettra tout en œuvre pour que ces logements soient délivrés le plus rapidement possible. Je vous remercie, M. Boussine. La parole. Merci, monsieur. Non, c'était juste une remarque. J'aurais souhaité en fait que le document d'estimation, enfin d'analyse qui sera communiqué à ma collègue, si ça pouvait être également communiqué, j'aurais souhaité savoir dans quel délai. Parce que l'une des difficultés lorsqu'on demande d'avoir une réponse, et M. Kir le sait, c'est qu'on n'en reçoit jamais. Et donc, s'il pouvait donner un délai, si M. Boisquetet pouvait me dire c'est dans 1 semaine, 10 jours, 2 semaines. Oui. Même large, hein, n'hésitez pas. Moi, je me patient. Si vous dites un mois, moi, je me dis, bon, c'est bon, je prends. Donnez un délai pour que je vous harcèle pas. Allez, 6 mois, ça va? Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas combien de temps ça peut prendre. Peut-être vous avez fait une évaluation. Ça peut prendre 2 jours, comme 1 semaine, je ne sais pas. Ah ben, comptons 2 semaines. Non, je ne sais pas vous dire. Parce qu'après, vous allez revenir dans 1 mois et vous allez me dire, vous m'avez dit 2 semaines. Voilà. Et moi, on dit 1 mois. Allez, on dit 1 mois. Je ne vais pas marcher en tête. On va essayer de faire. Vous voyez, là est véritablement le problème. À un moment, on vous demande de nous communiquer un document. Vous nous dites, on va le communiquer. Et puis, je vous demande simplement de dire un moment, simplement le délai. Et on vous dit 1 mois. Et vous me dites, oui, mais 1 mois, ça risque d'être trop. Fixer un délai raisonnable. Normalement, lorsqu'on demande des documents, je ferai une... C'est pas sérieux, voyons. Merci, M. Boussine. J'ai le bras, M. Hens, vous avez la parole. J'ai quelques remarques sur le cahier de charge, un peu technique, un peu ennuyant, mais je crois que c'est quand même important. À la page 3 du cahier de charge, on mentionne un code. C'est un code qui est important. Pourquoi? Parce que ce code permet aux soumissionnaires potentiels d'identifier si un marché les concerne ou pas. Et c'est sur base de ce code qu'ils sélectionnent les marchés qui les intéressent. Alors, le code qui est utilisé ici est un code qui porte sur des marchés de formation, absolument pas sur des marchés d'architecture. Donc, le risque, c'est que beaucoup de sociétés d'architecture ne vont pas réagir à cette offre parce qu'ils s'estiment que ce marché ne concerne pas. Ou c'est une erreur. Et on risque de passer à côté de soumissionnaires intéressants et honnêtes, ou c'est une manière de limiter la concurrence. Là, je voudrais quand même qu'on utilise le bon code, parce qu'ici, il y a manifestement une erreur. Ce n'est pas un marché de formation, c'est un marché d'architecture.
Alors, je continue. On a parlé au début de ce conseil d'un marché qui avait été annulé par la tutelle, parce qu'il y avait une erreur dans les critères. Là, ici, je suis un peu étonné de constater que dans les critères, les motifs d'exclusion, on parle de la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire, on n'évoque pas le fait que le soumissionnaire doit être architecte. L'architecte est une profession protégée. Il me semble qu'on devrait faire appel ici à des architectes. Or, on ne demande pas dans ce cahier de charge. Très étonnant. Alors, bon, j'ai d'autres remarques. On fait allusion à l'ancienne loi. C'est un peu ennuyant. Sur la page 9, par exemple, on fait référence à l'ancienne loi sur les marchés publics. Il faudrait faire référence à la nouvelle. Et page 10, la remise de l'avant-projet, on donne 30 jours ouvrables ou 50 jours ouvrables. Ça me semble très très court pour un projet de ce montant, de cette envergure. 30 jours, 50 jours, enfin, c'est très peu. Donc là aussi, on risque d'avoir des soumissionnaires qui ne souhaitent pas réagir, parce qu'ils estiment que la période n'est pas assez longue. Voilà, je m'interroge sur certaines dispositions de ce cahier de charge. Et voilà, on pourrait, si on est de mauvaise foi, je ne suis pas, penser que certains soumissionnaires sont déjà au courant. Je vous remercie. Merci, M. Auquel. Je vous souhaite intervenir là-dessus, à l'intervention. Je vous remercie de souhaiter qu'on vote sur ce point. Donc là-dessus, c'est quand même assez problématique parce que quand il s'agit d'un marché de 750 000 € d'architecture, ce sont des très gros marchés et donc c'est vraiment important que ce soit bien fait. Et on sait que la technique du faux code est une technique pour que les architectes ne voient pas le marché et donc pour qu'il y ait uniquement les architectes qu'on a choisis qui le voient. Donc c'est vraiment problématique. Parce que normalement, on doit publier ça largement pour que tout le monde puisse répondre. De la même manière, le fait de choisir de faire une procédure trop courte, c'est une manière de faire que la majorité des gens ne répondent pas et qu'il n'y a que les gens avec qui on a préparé qui répondent. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on soit irréprochable sur ces questions si on ne veut pas éveiller des suspicions. Merci pour ces deux demandes de précaution. Une toute dernière intervention sur ce dossier, si vous voulez bien avoir notre décision. Je pense que ça a été évoqué par M. Le Maire, mais on n'y a pas vraiment répondu. Donc il y a des logements qui sont vides pour le moment, mais il y a des logements qui sont occupés. Et occupés par des familles dans des situations précaires, et on sait que ces logements sont en mauvais état. Quelle est la planification des travaux? Donc, à quel délai est-ce qu'on prévoit ces travaux? Et qu'est-ce qui est prévu en attendant pour apporter des modifications au logement pour rendre ces logements plus habitables par les familles qui y sont actuellement? Je retourne vers l'échevin. Vous avez une réponse par rapport à cela? Oui, donc quand on a racheté un certain nombre d'immeubles, on a évidemment constaté que les conditions de vie d'un certain nombre d'occupants n'étaient pas à la hauteur, et donc les services sont intervenus dans plusieurs logements pour essayer de faire en sorte que le quotidien des gens soit plus agréable. Merci. Ça, je sais pas. Parce que c'est important pour les familles, et il y a des familles là-bas qui sont en famille extrêmement nombreuses, et on n'a pas la possibilité de les reloger dans des logements communaux. Et donc, le résultat, c'est que ces familles, en réalité, devraient déjà être accompagnées dès maintenant, à partir du moment où il y a des gros travaux qui sont prévus, pour pouvoir prévoir un relogement dans des habitations qui peuvent avoir le nombre de chambres requis pour ces familles, et si possible dans les maisons communales. Or, on sait bien qu'à Saint-Just, pour le moment, on n'a pas la possibilité de loger des familles aussi nombreuses. Et donc, je voudrais savoir, si vous pouvez me répondre peut-être, M. Léchevin, par courrier séparé, je voudrais savoir ce qui est prévu pour ces familles-là, dont on va à terme devoir prévoir la fin du bail, ou en tout cas le fait de quitter le logement, ce qui est prévu pour ces familles, pour ne pas qu'elles se retrouvent simplement à la rue. Merci.
Je vais souhaiter intervenir là-dessus. Merci. Oui, je vous remercie. Nous avons procédé le vote si vous voulez bien. Je considérais que, pour aller vite, qu'il y a une abstention sur le plan de l'opposition. Oui. Abstention sur le plan de l'opposition. Je vous remercie. Oui, allez-y, retirez, M. Kers. Merci, M. le Président. Donc voilà, je trouve que les interventions de mes collègues sont assez interpellantes, posent énormément de questions judicieuses, et on le sait, en matière de marché public, on a connu quelques petits problèmes par le passé, donc il faut essayer d'être irréprochable, et c'est loin d'être le cas de ce dossier ici. Et donc, soit on reporte ce dossier pour corriger toutes les erreurs, répondre aux questions fondamentales posées, ou alors, effectivement, nous sommes obligés de nous abstenir, parce qu'en l'état, ce dossier pose trop de questions dérangeantes. Je vous remercie pour votre justification. Monsieur Balzar, votre Moi, je justification. plutôt par rapport au volet, effectivement, des locataires actuels. Et donc, l'idée n'est pas de tirer à boulet rouge sur la majorité, simplement, je pense qu'effectivement, un agenda serait peut-être intéressant, même si, effectivement, on ne peut pas donner une date précise, mais je pense que la question pertinente du groupe écolo mérite effectivement mérite une réponse, dans la mesure où, effectivement, bon, il faut être très attentif, évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé par le passé, effectivement, d'être vigilant par rapport à ce relogement et du bien-être de ces familles. Pour le reste, je vous avouerai ne pas avoir consulté le dossier avec la même assiduité que mon groupe écolo, donc je m'abstiendrai de votre commentaire. Merci beaucoup, M. Balzar. La motivation pour le groupe écolo. Et donc, nous nous abstenons vu les nombreuses faiblesses du cahier des charges. Je vous remercie pour votre sens de la synthèse. Merci beaucoup. Passons au dossier suivant. Point 10. Concernant le montant de la compensation financière des travaux qui sont réalisés par les locataires dans notre patrimoine communal, dans les logements du patrimoine communal. La proposition émane du collège en particulier de l'échevin compétent. M. Boisquetet, vous avez la parole, M. Chemin. Il s'agit ici de modifier le règlement embellissement, donc des travaux d'embellissement et de confort des logements communaux, de le modifier sur deux points. D'abord sur le montant du plafond. Et donc ce montant qui était de 2 000 passe à 2 500 €. On s'aligne en fait sur ce qui existe aujourd'hui également dans le logement social, pour éviter toute confusion. Donc on propose le même montant. Et la seconde modification, c'est qu'on rajoute un article 6 qui permet, sur avis motivé des services, qui permet donc au collège, sur avis motivé des services, de déroger aux conditions prévues au présent règlement. Je vous remercie, Monsieur Kers. Oui, Monsieur le Président, c'est un point assez bizarre, me semble-t-il, assez mal préparé. Normalement, il y a des vues, des considérants dans un point. On ne décide pas tout de suite de faire quelque chose. Hein. On a un peu d'expérience ici. Donc là, on demande tout de suite au Conseil général, on décide. Donc, ce serait quand même bien de revenir avec ce point en ajoutant les considérants, les explications pour lesquelles on fait ces explications, les explications données par M. Échevin. Donc ça, c'est la procédure habituelle, hein, vous le savez, donc, qui n'a pas été respectée ici. En outre, c'est une modification rétroactive de presque 3 ans. On essaie toujours d'imiter les effets rétroactifs parce que juridiquement, c'est compliqué. Qu'est-ce qui justifie cette rétroactivité de presque 3 ans? Donc, c'est avec effet au 1er juin 2016, est-il indiqué ici, et donc j'aimerais savoir. Et alors, l'ajout de l'article 6, c'est une sorte de blanc-seing au collège, même si le service doit motiver évidemment la décision, mais je n'aime pas beaucoup ce genre de blanc-seing qui permet de faire passer des exceptions pour, je ne soupçonne pas le collège actuel, mais
qui, dans certains cas, peut-être dans le futur ou dans d'autres endroits, pourrait permettre de favoriser des copains. Je ne parle pas ici de vous, mais ce règlement va perdurer après vous, donc je n'aime pas trop ce genre de personnes. Donc pour l'entrée en vigueur, c'est évidemment 2019. Oui, non, c'est pas avec effet. C'est une erreur. Oui, c'est 2019. Non, évidemment. Oui. Et sur les dérogations, c'est parce que les services rencontrent des difficultés, parce que le règlement n'est pas toujours bien compris, et donc les travaux sont parfois réalisés sans toujours respecter le règlement. Donc, par exemple, on a eu des cas où les ouvriers, les conducteurs n'ont pas pu visiter l'État, ça s'est fait sur photo. Enfin, voilà, il y a toute une série de petites choses qui font qu'il y a des dossiers qui sont bloqués. Et donc, ici, c'est vraiment permettre plus de fluidité dans l'application du dispositif. Et c'est toujours, évidemment, sur avis motivé des services. Mais, si je puis me permettre, voilà, je suis rassuré, mais s'il vous plaît, reprenez les bonnes habitudes, vu, considérant, et relisez 2 fois, pas d'erreur de date. Voilà. Je pense que c'est un exemple de dossier qui est amené un peu trop vite au Conseil sans relecture. Merci, M. Claes. Vous êtes aussi. Une première remarque. Nous avons dès le départ considéré que ce règlement posait problème parce que il allait plutôt favoriser des personnes qui étaient capables de trouver les entrepreneurs, de faire des devis, d'aller chercher la marchandise, parce que très honnêtement, avec les 2 000 €, vous ne refaites pas une salle de bain ou une cuisine. Vous ne refaites pas une salle de bain ou une cuisine, monsieur Boyqueté. Vraiment, je peux vous garantir. Et donc, ce que nous souhaiterions avoir, c'est un premier rapport sur le profil des personnes qui ont fait appel à ce montant. Si on constate effectivement qu'il y a très peu de personnes du 3e âge qui font appel à ce montant, on pourra considérer qu'effectivement, une partie du public n'est pas touchée. C'est un élément. Donc, je souhaiterais vraiment qu'il y ait cette analyse. Le deuxième point, c'est que nous l'avions fait remarquer, le remboursement. Excusez-moi, je reviens au début. Effectivement, la manière dont ce règlement est proposé pose problème. Nous avions toujours demandé que vous nous fournissiez un document avec le nouveau règlement et qu'en rouge, on indique ce qui avait été rajouté. Là, en l'occurrence, quand on regarde sur Back Office Secrétariat, on constate que les 2 500 € ont été mis en gras, mais l'article 6 n'a pas été mis en gras. Et donc, voilà, ça fait une petite difficulté. Donc, vraiment, essayer d'être attentif à ça dans le futur, ça nous facilitera le travail. Et donc, moi, je souhaiterais en fait faire 2 amendements, et j'espère que vous les accepterez. C'est au niveau de l'article 3. On demande donc à des locataires d'améliorer la qualité des logements communaux. C'est des logements communaux qui prendront plus de valeur parce qu'un investissement est effectué. Ils vont faire toute une série de démarches que la commune aurait dû faire, c'est-à-dire suivre le chantier, aller chercher le matériel, faire les devis. Et comment on les récompense? En les remboursant à 80%. Et ça, je ne comprends pas cette différence de 20%. Très souvent, au niveau effectivement de subsides, il y a une partie qui est payée par la personne qui demande le subside et une partie par les pouvoirs publics. Enfin non, par rapport aux travaux, le subside ne couvre qu'une partie des travaux. Mais c'est quand il n'y a pas de plafond. Et ça permet effectivement de réfréner les envies de faire des trop gros travaux. Là, en l'occurrence, on est à 2 500 € et vous retirez 20%. Ça ne se justifie pas. Ou en tout cas, si vous avez une motivation pour expliquer pourquoi c'est uniquement 80%, ça m'intéresserait. La deuxième, c'est par rapport à l'article 4, où, et là j'aimerais avoir une explication, la personne ne doit pas se trouver dans une situation de ménage non adaptée à la taille du logement qu'il occupe. Or, on sait que cette situation, ce n'est pas la personne qui l'a voulu, c'est parce que
Donc, il n'y a pas un logement adapté, elle est en attente et ça peut durer très longtemps. Et donc, cette personne se retrouve non seulement dans un logement qui n'est pas adapté, ce n'est pas de sa volonté, voilà, il y a un enfant en plus, et elle ne peut pas faire ses travaux parce qu'elle n'a pas les moyens, parce que la commune, dans le cadre de ce règlement, ne souhaite pas l'aider. Je trouve que c'est une double punition. Et donc, je souhaiterais supprimer ce passage dans l'article 4. Je vous remercie. Mais en fait, c'est justement par rapport à ce genre de situation qu'on a mis l'article 6. C'est de pouvoir déroger dans certaines situations, voilà, notamment quand il s'agit de la taille du ménage. Parce que à la base, l'idée pour cette notion de taille du ménage, c'est de dire on n'accorde pas la prime à une personne qui est en sous-occupation. On n'accorde pas la prime à une personne qui est seule dans 3 chambres, 4 chambres. Là, c'est cette idée-là. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye d'être un peu plus souple. Idem pour la question de la durée de 9 ans. On a eu des gens qui nous ont demandé une prime alors qu'on n'était pas dans un bail de 9 ans, voilà, alors qu'ils pouvaient ensuite être dans un bail de 9 ans. Et donc, voilà, c'est toute une série de situations qu'on essaye de prendre en compte à travers cet article 6. Par rapport aux 80%, c'est quoi vous voulez 100%? Tout à fait. Et je suis convaincu que le bourgmestre le veut aussi. Mais Voilà. je ne vais pas polémiquer avec vous, on aura l'occasion tout à l'heure d'échanger quelques arguments. Mais c'est quand même bien ce qu'on fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de communes qui le font. Hein. Et là où vous êtes au pouvoir dans d'autres communes, peut-être que vous pourriez leur demander déjà d'arriver à 40%, 60%. S'ils arrivent à 80%, c'est déjà très bien. Je pense qu'il faut quand même saluer la mesure. Quelqu'un qui vit dans le logement social, le logement communal, sans devoir quitter son logement, peut améliorer son cadre de vie. On a été inventif et créatif. On a pensé aux gens qui vivent parfois dans des situations. On s'est dit, on va faire une cuisine équipée, une salle de bain, faire une porte-plainte et installer un système d'alarme. C'est quelque chose qui est quand même utile. Alors, 2 500 €, c'est un montant considérable. Hein. Ne le minimisez pas. Hein. C'est un montant énorme qui aide les ménages. Hein. C'est des efforts que la commune fait pour ces familles. Merci. Alors, excusez-moi, monsieur le bourgmestre. Effectivement, dans d'autres communes, on ne le fait pas parce qu'on rénove les logements. Donc là, en fait, vous payez votre incompétence. Et en fait, vous achetez le fait que les citoyens ne se plaignent pas en donnant 2 500 €, alors qu'ils paieront bien plus cher. Parce qu'excusez-moi, une cuisine à 2 500 €, peut-être que vous pouvez la trouver, mais dès que vous devez la monter, vous devez engager quelqu'un. Donc, voilà, vous êtes en train de faire semblant que vous ne connaissez pas la valeur, enfin, vous ne connaissez pas la valeur des choses, en fait. Mais c'est ça, en fait, c'est ça, je viens de le comprendre, excusez-moi. Et donc, on pourra polémiquer effectivement sur d'autres dossiers, mais si vous refusez de rembourser les 100%, voilà, je vais déposer un amendement. Pour le deuxième amendement, je comprends mieux la raison, mais faire l'article 6 pour déroger à ce volet-là de l'article 4, est-ce que nous ne pourrions pas bien rédiger l'article 4 en disant, dans les cas de sous-occupation, et bien préciser, parce que là, on a l'impression que dans les cas de suroccupation, vous refusez également. Donc, si on met sous-occupation, on identifie clairement quels sont... On considère donc que c'est uniquement dans les cas... Oui, mais le problème, c'est dans le compte-rendu analytique, mais le règlement ne le prévoit pas. Donc, si on met dans les cas de sous-occupation, moi, je trouve que c'est plus précis. Et si on est d'accord, ben voilà, c'est une petite avancée. Et dernier élément, nous souhaiterions que dans le rapport concernant le logement, il soit annuellement que tous les cas de dérogation soient mis avec le justificatif, ce qui permettra d'avoir un suivi. Donc, je dépose mon amendement 1 pour passer de 80% à 100% jusqu'à ce que la commune rénove ses bâtiments comme elle doit le faire. À ce moment-là, on ne devra plus parler de ce règlement et ce sera chouette. Et puis, pour l'amendement 2, je le rédige en proposant de mettre « il ne doit pas se trouver en sous-occupation ». Voilà, et comme ça, ça permet d'identifier clairement les situations où on peut refuser. Mais je rédige mon deuxième article, je dépose déjà le premier sur les 100%.
Merci. Madame Marcotte, vous avez levé le doigt. Sur ce point, Madame la Marcotte, c'est sur ce point. Oui, merci. J'avais juste une question en fait par rapport à l'article 3 actuel, donc le dernier alinéa. Il a indiqué à l'intervention de la commune n'a lieu qu'après avoir reçu la facture et la preuve de paiement officielle, attestant que le demandeur a payé la totalité des travaux à l'entreprise qu'il a choisie. Alors que M. Moussine le disait très justement, avec 2 000 €, 2 500 € même pour faire effectuer des travaux de rénovation d'un logement pour une cuisine et une salle de bain, malheureusement, on ne va pas très loin. Et pour certains travaux, les gens qui sont un peu bricoleurs par nécessité ou par don peuvent économiser sur la main-d'œuvre pour monter une cuisine si nécessaire. À partir du moment où ils doivent prouver qu'ils sont une entreprise pour monter par exemple une cuisine, ça veut dire que les gens qui vont monter leur cuisine eux-mêmes ne pourront pas bénéficier de cette prime. Alors j'ai bien entendu, Monsieur Léchevin, vos justifications par rapport à l'article 6. Le problème, c'est qu'il est assez mal rédigé. Et donc, à partir du moment où vous dites sur l'avis motivé des services, le collège peut toutefois déroger aux conditions prévues au présent règlement, ça veut dire qu'on peut déroger dans un sens ou dans un autre pour accorder la prime, pour ne pas accorder la prime. Dès lors, je vous propose également de modifier cet article afin qu'il soit clair. Ça va sans dire selon vous, mais ça va mieux encore en le disant. Pour le modifier en disant sur avis motivé des services, le collège peut toutefois déroger aux conditions prévues au présent règlement afin d'accorder néanmoins la prime aux demandeurs. Ceci dit, ça laisse toutefois une place à l'arbitraire, ce qui, nous, en tant que groupe écolo, ne nous convient pas forcément. Donc, il vaudrait mieux avoir un règlement qui est plus clair, mieux rédigé et qui laisse la place pour tous les demandeurs. Ça voudrait également pour les demandeurs qui arrivent en fin de bail et qui ne savent pas si leur bail va être reconduit. Prenez la situation d'une personne qui arrive en fin de bail de 9 ans, qui ne sait pas si son bail va être reconduit, qui voit certains de ses appareils électriques ou bien qui voit une grosse fuite dans sa salle de bain, elle ne sait pas si elle va pouvoir bénéficier de la prime. Donc ça pourrait être problématique également pour ce genre de personnes. Ici, et c'est justement pour ça qu'on fait l'article 6, qu'on permet de déroger en fonction des cas particuliers, des situations particulières. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais dans ce cas-là, je vous propose de le modifier pour bien indiquer que c'est pour néanmoins accorder la prime. Mais c'est une évidence que c'est fait pour accorder la prime. Ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Je ne comprends pas votre argumentaire. La notion de dérogation pourrait être utilisée pour refuser une prime, c'est ça? Je n'ai pas compris. Développer, je n'ai pas compris. C'est ça, à partir du moment où on dit qu'on peut déroger aux conditions. Le propre du règlement, c'est d'accorder une prime. Enfin, Oui, comme vous le dites vous-même, le règlement n'est pas clair pour les gens. C'est la ratio Ce légis. qui est ici ne le clarifie pas, au contraire, comme on vous l'a annoncé. Et dès lors, comme vous l'avez dit, vous êtes obligé d'avoir recours à des dérogations parce que le règlement n'est pas clair. Je propose simplement de le clarifier. Non, mais j'ai du mal à comprendre votre développement. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe. En quoi est-ce que cet article 6 permettrait de refuser le bénéfice d'une prime lorsqu'elle est demandée et lorsque les conditions sont en partie remplies? Alors, cet article il est justement là pour permettre d'accorder des primes lorsque toutes les conditions ne sont pas totalement remplies. C'est le cas évoqué monsieur Moussine, c'est le cas que vous venez d'évoquer les situations en fin de bail. Bon, ça ne s'est jamais présenté, mais ça pourrait tomber sous le champ de cet article 6. Et donc, justement, cet article-là, il est là pour faciliter. Et là, encore une fois, c'est sur avis motivé des services et on n'a aucun souci parce que dans le rapport d'activité, lorsqu'il aura été dérogé à ce règlement, il en soit fait mention, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, dans ce cas-là, il serait intéressant de voir les mentions, puisque vous le proposez, nous sommes évidemment en cause de voir ces motivations, et donc de motiver aussi les cas où la dérogation n'a pas été acceptée. Parce que, comme on l'a dit, à partir du moment où il y a une dérogation, il y a une part d'arbitraire qui est possible, et donc ça voudrait dire que dans certaines situations, on dérogera, dans d'autres situations, on ne dérogera pas. Donc, dans ce cas-là, les dérogations accordées, non accordées, devraient apparaître dans ce rapport d'activité. Merci beaucoup.
Oui, on peut mettre dans le rapport toutes les demandes qui ont été introduites et pourquoi elles n'ont pas été, il n'a pas été répondu favorablement. Évidemment, on va pas accepter des travaux qui ont été réalisés sans facture, sans rien, comme ça, du jour au lendemain. Évidemment, voilà, les services vont motiver les remboursements qui seront faits. Évidemment, c'est l'argent public, oui. Merci, je crois que les choses sont claires là-dessus. En tout cas, sur la motivation, aussi bien un oui qu'un non. Ce qui a donné le temps, je crois, à M. Moussi, sur 2 amendements. Donc, nous allons pouvoir dans un instant voter sur les 2 amendements. Toute dernière intervention, j'ai vu l'autre doigt, Mme Genot, et nous passons au vote sur les amendements. Merci. Donc, on le voit, il y a un certain flou. Donc, on dit aux gens, vous pouvez introduire une demande dans telle et telle condition, et peut-être que dans d'autres conditions, on va les accepter aussi. Et je sais que dans cette commune, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que certains sont plus égaux que d'autres, et que tout le monde n'est pas traité de la même manière. Et je pense que c'est pour ça que c'est important que les règles soient bien claires, et que toutes les personnes qui sont dans certaines conditions puissent en bénéficier. Et donc là, le fait que les conditions ne soient pas claires et que certains auront droit à des dérogations et peut-être d'autres, crée clairement de la méfiance. Donc ce serait intéressant que de l'année prochaine, nous puissions préciser le règlement pour que tout le monde ait la même information et qu'il n'y ait pas ceux qui savent, qui sont les amis d'eux, etc., et ceux qui ne savent pas et qui ne bénéficient. Merci beaucoup pour votre mise en garde. Nous sommes sur l'amendement du conseiller Moussine, c'est l'amendement 1 dans l'article 3, remplacer 80% par 100%. Nous allons, si vous voulez bien, procéder au vote. Le premier à voter, c'est M. Loabi. Nous y allons, si vous voulez bien. Monsieur Loabi. Monsieur Bourmestre, non. Monsieur Boqueté, non. Madame Lamy, Monsieur Jabour, Monsieur Skolakchi, non. Madame Jamac, Madame Ilouga, le Fleur de Slour, Monsieur Smaïl, non. Monsieur Klerks, attends. Les Lukuts, Madame Genot, Monsieur Bisly, Monsieur Moussi, oui. Monsieur Banza, Monsieur Akion, non. Madame Josué Cartas, Madame Nazipas, Madame Lamy, Monsieur Bassambi, Monsieur Lamberton, oui. Monsieur Mouille, oui. Madame Marcotte, Madame Marcotte. Monsieur le maire, oui. Monsieur le président, non. Pendant que nous comptabilisons, je vous propose de passer à la votation pour le second amendement déposé par le conseiller Moussine. Remplacer la phrase de l'article qui ne doit pas se trouver dans une situation de ménage de l'adapter à la taille du logement qu'il occupe. Oui, ça. Mais vous avez le règlement devant vous. Pas s'il ne doit pas se trouver dans une situation de sous-occupation du logement. C'est ça. Alors, c'est clair, vous avez une écriture plus lisible que je ne le croyais. Merci en tout cas d'avoir formulé ça par écrit. Je propose de. Est-ce que l'on peut considérer que. C'est quoi le. Alors, le résultat est donc. Mais je peux peut-être le dire. Donc, dans l'article, il est prévu effectivement. Voilà. Et donc. Donc, il est indiqué que la personne qui occupe le bien ne doit pas se trouver dans une situation de composition de ménage non adaptée à la taille du logement qu'il occupe. Et l'échevin nous a dit que c'était un problème de sous-occupation. Et donc, je souhaite remplacer effectivement
ce passage-là, il ne doit pas se trouver dans une situation de sous-occupation du logement, ou que ce soit uniquement dans les cas de sous-occupation qu'on peut refuser la prime, mais que s'il y a suroccupation, parce que le ménage est trop grand, il y a des enfants et tout, eh bien, il puisse malgré tout avoir la prime. Est-ce que c'est clair, monsieur Claes? La raison. Donc, j'explique mon amendement. Aujourd'hui, le règlement prévoit qu'on peut refuser cette prime à une famille nombreuse qui se trouve dans une situation de suroccupation du logement. Ils sont trop nombreux dans le logement. Et donc, ce qui n'est pas souhaitable. Et donc, la commune devrait leur trouver un logement. Elle ne le trouve pas parce que les investissements ne suivent pas. Et donc, à ce moment-là, ils demandent une prime, on le refuse. Non, mais c'est des logements sociaux. Mais c'est des logements sociaux. C'est des logements communaux, ils n'ont pas fait d'annexe. Ils occupent un logement avec 2 chambres, c'est un couple qui s'installe, ils ont 4 enfants, ils n'ont pas eu un autre logement. Et donc, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Bien, il y a déjà dit dans les... Mais on peut avoir des enfants. Monsieur Moussine, vous avez foutu le bordel dans les rangs. Order. Non, pas comme ça. Monsieur Moussine, avez-vous terminé votre explication qui est d'une netteté? Vous avez compris. Bon, alors, voilà. Sur cette explication clarifiée, Monsieur Balzac. Monsieur Balzac, vous avez la parole. Clair, je vais un petit peu vous éclairer aussi. Donc, si j'ai bien compris, on interdirait cette prime en cas de sous-occupation. En l'occurrence, le premier règlement ne le donnerait pas en suroccupation, ce qui, de fait, moi, me semble aussi correct que la sous-occupation, parce que donner une prime en suroccupation, c'est pousser évidemment au crime, comme l'a dit monsieur. C'est-à-dire que, si je ne m'abuse, c'est 2500, c'est une prime pour une rénovation légère. Or, j'ai l'impression que M. Moussine nous parle, comme Mme Warnock, de rénovation lourde. Très bien, monsieur Marcelin. Attendez, je vous ai laissé parler, je n'ai pas encore parlé beaucoup aujourd'hui, ne me titillez pas parce que je pense que mon vocabulaire a suivi. Toujours est-il, c'est qu'à ce moment-là, puisque je comprends qu'en campagne électorale, tout le monde a envie de se faire affiche, je ne suis pas candidat. Ceci étant, au même titre que vous préconisez de ne pas le donner pour une sous-occupation, alors il faut le préconiser pour une suroccupation. Donc, je pense que... C'est mon amendement. Non, mais attendez, vous êtes clair. Moi, je suis clair à ma manière, mais je pense qu'effectivement, donner une prime à une famille qui est dans un logement inadapté. Qu'est-ce qu'un logement inadapté? Mais c'est un logement trop grand ou un logement trop petit. Donc là, on est bien d'accord. J'ai bien compris que j'ai affaire à des professionnels, donc j'essaie de mettre à votre diapason. Donc moi, je pense que cette prime ne peut pas être accordée ni en sous-occupation, ni en suroccupation. Elle doit être accordée à des familles qui sont dans une situation de fait, telle qu'ils peuvent faire une rénovation légère, un rafraîchissement. Et je tiens quand même à préciser, parce que bon, je ne sais pas si vous avez régulièrement, mais je pense que les familles, effectivement, et j'en ai vu, vous avez posé la question tout à l'heure, j'ai vu une famille, effectivement, sans vouloir critiquer cette famille, ce ne sont pas non plus des ouvriers de première main, ce ne sont pas des gens qui ont fait de hautes études, et loin de moi l'idée de vouloir les criminaliser pour ça, mais ils ont effectivement obtenu 2000 euros et ils ont rénové leur cuisine. Alors, j'entends bien que vous dites en l'espèce, oui, mais vous donnez une prime parce que justement, vous ne faites pas de rénovation vous-même. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est quand même une matière qui m'est chère. Il fut un temps, quand un locataire occupait un certain nombre d'années un bien, le propriétaire faisait une intervention pour permettre à ce locataire de peindre et de rénover et de rafraîchir. Mais je vous parle d'un temps, évidemment, que les moins de 40 ans ne peuvent pas. N'est-ce pas, monsieur Moussine? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc moi, personnellement, je trouve que cet avenant est nul et non avenu, sauf si on le met dans les deux sens. Et à ce moment-là, laissons la porte ouverte et mettons effectivement cet avenant en expliquant qu'effectivement, le cas échéant,
dans des considérants bien particuliers, effectivement, ben, on pourra l'accorder. Merci, M. Balzan, d'avoir ajouté de la clarté à la clarté. Alors, madame, une dernière intervention là-dessus, et puis nous allons conclure sur ce point. Si vous voulez. Mais bon, donc essayons de comprendre ce qui se passe en réalité sur le terrain. Quel est le problème? Normalement, quand dans des logements communaux, la salle de bain ou la cuisine est en mauvais état, la commune est obligée de rénover pour tout le monde toutes les cuisines et toutes les salles de bain. C'est comme ça que ça se passe normalement. Comme en pratique, on ne le fait pas, on donne une prime de 80% aux gens pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe si des habitants ont un 2 chambres, parce qu'ils étaient un couple avec un enfant, et qu'ils ont un deuxième enfant, ils sont en suroccupation, et donc si on lit le règlement, ils devraient être exclus. Et donc, M. Moussine voudrait que les gens qui ont eu la chance d'avoir un enfant en plus ne soient pas pénalisés et exclus de la possibilité de rénover les cuisines et les salles de bain qui, en effet, mériteraient de rénovation. Est-ce que c'est si compliqué à comprendre? Bon, alors, Madame Zoé Genot, merci pour vos explications de terrain. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ce règlement? Et je l'avais expliqué la fois passée. Parce qu'on n'intervient évidemment dans les logements des gens. On fait également un certain nombre de travaux chez les gens. On remplace des cuisines quand on peut le faire. Mais parfois, on a des locataires, voilà, qui veulent installer leur propre matériel. C'est pour ça que ce règlement a été fait. Parce que certains locataires avaient installé eux-mêmes leur matériel, avaient payé leur cuisine de leur poche. Et ça, inacceptable. Et donc, on a fait ce règlement pour soutenir ces personnes-là, pour répondre à une situation de fait qui existait déjà sur le terrain. Parce que nous, on a un marché, oui, on a un marché avec un cuisiniste, mais voilà, c'est des cuisines standards, toutes blanches. C'est peut-être pas ce qui intéresse les gens. Les gens, ils vivent dans leur logement, ils ont envie que leur logement soit un peu plus agréable à vivre. Ils n'ont peut-être pas envie d'avoir la même cuisine que le voisin ou que celui qui emménage pour la première fois dans un logement. Et donc, c'est pour ça, Madame Zoé Genot, qu'on a fait ce règlement-là. Et puis, la question du logement adapté ou suradapté, vous savez, aujourd'hui, vous êtes en suroccupation. Demain, votre fils se marie, votre fille se marie. Et voilà, vous n'êtes plus en suroccupation. Et donc, il faut aussi pouvoir être dans l'anticipation. Et c'est à ça que sert aussi cet article 6, pouvoir permettre d'anticiper un certain nombre de solutions, les aléas de la vie. Voilà, on essaye d'être au diapason avec ce que vivent nos locataires. C'est pas toujours facile, mais voilà, on vous remercie quand même pour vos conseils, votre expertise de terrain qui nous est bien utile, évidemment. Merci, monsieur Béchemin, à ce sujet. Alors, j'ai remarqué tout à l'heure que Madame Genot parle beaucoup de langues, dont le moussinien, et c'était bien nécessaire ce soir, pour bien comprendre ce qui nous est proposé dans l'amendement. Je me retourne vers monsieur Moussine. Souhaite-t-il maintenir son amendement? Évidemment. Bien. Alors, je vous vais demander, si vous voulez bien, de passer à la votation de cet amendement, ou alors nous considérons que les mêmes résultats qui sont au premier amendement 9, 8, 15 non et 2 abstentions. Est-ce que je peux considérer que nous sommes dans un bon vrai parallèle? Et je vous demander de motiver les abstentions. Monsieur Katz, allez-y. Voilà, écoutez, je me suis abstenu parce que même si les idées, les propositions d'amendement, la première en tout cas n'est peut-être pas mauvaise, c'est 85%, c'est un peu de l'improvisation, on n'a aucun chiffre, aucune estimation de l'impact budgétaire, donc voilà, je pense que ce point méritait peut-être d'être reporté pour être mieux traité, mieux expliqué, avec un peu plus de rigueur. Et donc, je m'abstiens sur ce premier point. Et le second point, même si je comprends que sur le terrain, j'ai été chez les choix de logement, donc je sais que dans certains cas, la surpopulation n'est pas un problème. Les règles sont parfois trop strictes. Dans d'autres cas, elle l'est vraiment. Et donc,
je ne voudrais pas qu'on donne un blanc-seing à la commune pour ne pas faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire reloger des familles qui en ont besoin. Et donc, je pense que dans ce cas-ci, l'article 6 permet, dans les cas où surpopulation n'est pas problématique, comme l'a dit Mme Genot et M. Léchevin, de pouvoir commettre. Donc, je ne pense pas qu'il faille cet amendement. Désolé, Ahmed, c'est ça que je remarque. Voilà. Donc, c'est... Merci beaucoup. Monsieur Balza, vous avez la parole. Oui, moi, je voulais juste compléter ce que j'ai dit tout à l'heure pour justifier mon abstention. C'est qu'en fait, cette prime qui serait donnée de 2500, on peut également considérer que c'est une prime d'accompagnement, parce que on l'a souligné à plusieurs reprises tout à l'heure dans les interventions, c'est qu'une famille, sachant qu'elle va bénéficier des 2500, rien ne l'empêche, au demeurant, d'investir 5000 et d'en récupérer 2005. Et là, à ce moment-là, le compte est bon, parce qu'avec 5000 €, on peut quand même aménager une cuisine. Et donc, la prime de 100%, c'est-à-dire de 2500 €, on va dire est une prime d'encouragement, une prime d'accompagnement, parce que si effectivement le bailleur, et là je m'adresse à tous les bailleurs, qu'ils soient publics ou privés, a, je dirais, moralement une obligation, je dirais, d'entretien de son bâti, on ne peut pas non plus imposer à un bailleur une prime de 50 000 € parce que le locataire décide de s'acheter une cuisine cousue d'or. Donc je pense que ces 2500, certes, ne couvrent probablement pas tout l'investissement du locataire, mais l'accompagne. Et donc, à ce titre, bon, moi je me suis abstenu parce que voilà, j'aime les flous artistiques, mais c'est une abstention positive. Je vous remercie. Je fais du présidentiel. Oui, faites du présidentiel. Bien flou artistique. Après cette parenthèse poétique, nous allons avancer. Si vous le voulez bien, nous sommes au point suivant qui est la convention. Ah pardon, j'ai oublié le vote sur l'ensemble du règlement. Si vous le voulez bien, puis-je considérer que c'est exactement la même chose? L'inverse, oui. Non. Un vote, effectivement, sur l'ensemble du règlement. Je vous remercie. Nous y allons. C'est à M. Wabi de commencer. Monsieur le bourgmestre. Oui. Monsieur Lequel. Oui. Monsieur Jean. Oui. Monsieur Scorinci. Oui. Monsieur Soleil. Oui. Monsieur Claire. Monsieur Monsieur Destry. Oui. Monsieur Roussy. Abstention. Monsieur Balza. Monsieur Keon. Oui. Madame Ostekalbas. Jean-Jacques Sebas. La base basse, vous pouvez recommencer, oui, après avoir reçu un rappel de la discipline de groupe. Oui, allez-y, merci. Madame Badi. Oui. Monsieur Bassabli. Oui. Monsieur Lambert-Bon. Oui. Monsieur Mouille. Oui. Madame Matot. Oui. Monsieur le maire. Oui. Monsieur le président. Oui. Je me rappelle que j'en compte sur les abstentions, les justifications. Est-ce que l'on considère que ce sont les mêmes? Non. Non. Alors allez-y, monsieur Clerc, et ensuite monsieur Boussy. Abstention. En attendant, je donne le résultat du vote qui est 23, oui. 3 abstentions. J'ai appris un nouveau concept aujourd'hui, c'est l'abstention positive. C'est M. Balzac qui a dit, donc ce sera une abstention positive de ma part, parce que le projet me semble un bon projet, qui part d'un bon sentiment, mais je pense que le dossier arrive un peu trop tôt, il y a encore des zones de flou, des formulations un peu trop larges, un peu trop floues, un manque de rigueur à certains points de vue, mais voilà, donc on fera mieux l'année prochaine, je l'espère, donc peu mieux, c'est bon projet, mais peu mieux fait. Merci pour cette attitude constructive. Voilà.
Très bien, c'est noté, monsieur. Donc, les raisons pour lesquelles on s'abstient, c'est d'abord parce que vous faites porter sur le locataire des travaux que vous auriez dû faire. Alors, l'expérience de terrain de M. Boyqueté, là, me permet d'apprendre que c'est en fait pour changer la couleur des portes des cuisines. C'est pas ce que j'ai vu, hein. J'ai vu des cuisines qui étaient en très mauvais état, des salles de bain qui étaient en très mauvais état. Mais apparemment, c'est des questions de couleur. Les gens n'aiment pas le blanc, ils préfèrent d'autres couleurs. Enfin, voilà, c'est intéressant l'expérience de terrain. Concernant donc c'est le refus également d'accepter nos amendements qui, à mon avis, auraient amélioré le règlement et auraient permis de peut-être apporter un soutien supplémentaire à ces citoyens qui décident d'améliorer, et je tiens à le rappeler, le patrimoine communal. C'est d'abord le patrimoine communal. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Nous avons au point suivant, le 11, concernant le musée Charlier. Je vais jamais faire la parole. Je peux aller, s'il vous plaît. Il s'agit d'une simple reconduction de partenariat de chaque année avec ASBL. Je vous remercie pour ce sens de la synthèse. C'est un classique, bien entendu. Ça existait déjà à l'époque ou presque. Allez, on y va, monsieur Clerc. Monsieur Clerc, et puis monsieur Auquel, si vous voulez bien dans cette ordre-là. Monsieur Clerc, oui. Ben, c'est un dossier qui revient tous les ans et je me suis posé la question, au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion plus globale à avoir sur nos lieux culturels? Bien sûr, c'est une bonne idée de faire vivre le musée Charlier, qui est un des joyaux de notre collection, mais on a d'autres joyaux et est-ce qu'on ne ferait pas bien d'un peu spécialiser notre lieu culturel? On va bientôt avoir la Maison des Cultures, on a le musée Charlier, on a la Jazz Station. Est-ce qu'on ne renforcerait pas ce pôle jazz à la Jazz Station pour en faire le vrai point de référence du jazz à Bruxelles, en essayant d'amener, y compris à midi, les concerts de jazz des lundis d'Hortense et faire autre chose au musée Charlier sur le temps de musique? On renforcerait la Jazz Station. Alors vous me direz, il y a peut-être un peu plus de bureaux du côté du Charlier, mais il y a quand même tout le quartier européen près de la Jazz Station. Donc voilà, c'est un questionnement. Je ne dis pas que voilà, je vais voter pour, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir, avec les nouveaux lieux qui s'ouvrent, qui vont s'ouvrir, avoir une réflexion plus globale pour donner une identité plus forte à chacun de nos lieux culturels, et entre autres au musée Charlier, d'ailleurs, depuis des années, on demande l'ouverture, y compris le week-end. Et le musée Charlier pourrait être, c'est un hôtel particulier néoclassique, on pourrait être plus focalisé sur le 19e, début 20e peut-être, et on pourrait spécialiser la Jazz Station sur le jazz, si on le dit ainsi. Voilà, c'est juste une réflexion que je lance comme ça. Merci pour cette mise en perspective d'un acte ou l'autre d'une politique culturelle en cours d'élaboration. Monsieur Auquel, vous allez. Monsieur Clerc l'a évoqué déjà, mais bien sûr, je voudrais revenir sur l'ouverture le week-end. Chaque fois qu'on parle du musée Charlier, on parle de l'ouverture le week-end de son musée, ce serait bien pour attirer un autre public. Et dans ce cadre-là, j'ai appris qu'il y aurait une initiative prochaine où le musée serait ouvert un dimanche gratuitement. Est-ce que vous pouvez confirmer ceci? Est-ce que c'est une initiative qui va se répéter? Il y aurait effectivement une ouverture au dimanche. Ensuite, pour les autres dimanches, c'est en cours de réflexion. Par rapport aux horaires de week-end, c'est en cours de réflexion, mais ça prend du temps. Pas du jour au lendemain, mais c'est la touche de lieu. Et par rapport à la spécialisation, le but, c'est vraiment d'attirer un autre public pour le musée Charlier, de faire vivre ce musée. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez les concerts. Merci, monsieur aussi. Alors, je vais de nouveau interpeller Madame Dichivine concernant les fréquentations. En fait, on nous dit attirer un nouveau public, on ne sait pas s'il y a du public en fait. Je sais que vous avez les chiffres des fréquentations depuis maintenant plusieurs mois, en tout cas les services vous les ont donnés.
vous ne nous les communiquez pas. Et ça nous permettrait d'avoir une idée. C'est peut-être très fréquenté, il ne faut plus attirer des gens, je ne sais pas. Mais si vous pouviez nous communiquer ces chiffres, ce serait vraiment gentil. Et également pour cet événement, parce que là, on signe une convention, mais voilà, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être qu'un autre événement attirerait plus de public. Et donc, sans chiffres, voilà, c'est difficile. Il y a un prix, par exemple, de 5 €, effectivement. Est-ce qu'on ne peut pas faire des préférences pour Saint-Josse? Voilà, mais cette question de la fréquentation, est-ce qu'on pourrait s'engager à nous communiquer les chiffres dans un délai raisonnable? Voilà. Vous aurez les chiffres dans quelques minutes. Envoyez-moi ça. Et par rapport à la fréquentation, c'est un événement qui est organisé chaque année, et donc je suppose que vous avez connaissance du nombre de fréquentations. Je pense que ça ne fait pas après 3 ans que vous allez poser la question de la fréquentation. Je peux répondre à la question. Je suis de la de l'échange. Est-ce que je peux répondre à l'interpellation de Lichville sur est-ce que je connais les chiffres? Non, je ne me mets pas devant à midi pour compter les gens, effectivement. Et donc, si vous pouviez demander aux organisateurs qui, eux, à mon avis, doivent faire un rapport d'activité, dans le cadre du rapport d'activité, mettre les chiffres, ça nous aiderait. Merci. Les Schwinn vous communiquera l'information. Nous faisons une interruption de séance jusqu'à 10h05. Merci.